Bien, je m'appelle Charlotte de Baquer, j'ai 91 ans. Bien, on se trouve dans le nord de la France, plus précisément dans le Pas-de-Calais, dans un petit village qui se situe entre Saint-Omer et Calais. C'est le début des collines de Crais qui vont se poursuivre jusqu'en Normandie. C'est un peu le tout début de la Normandie. Alors mon grand-père est un garçon qui était né dans une famille ouvrière et pauvre, comme on pouvait avoir à l'époque. Il a été mineur de fond. Et je crois que ce n'était pas le meilleur moment de sa vie. Il n'était pas grand, mais pas très fort. Et les plus jeunes, comme ça, il les utilisait à pousser ce qu'on appelait les berlines, c'est-à-dire les chariots de charbon à 800 mètres de profondeur, quoi. Il m'a dit plusieurs fois qu'il y arrivait à peine et que ça lui est arrivé de pleurer parce qu'il n'arrivait pas à pousser son charbon. Ensuite, il est sorti de cet enfer et il a travaillé chez un charpentier. Là, il a commencé à toucher à autre chose, à la technique, c'était au grand air et ça, je crois que ça lui plaisait beaucoup. La guerre est arrivée. C'est un homme qui a fait en tout 7 ans de service militaire. C'est des choses qui sont même plus croyables, j'allais dire, actuellement. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été de tous les coups durs. C'est un rescapé qui lui-même ne savait pas très bien pourquoi il avait survécu à tout ça, quoi. Verdun, la Somme, les machins, toutes les batailles. Je l'ai trouvé, parce qu'il avait déjà pas mal bricolé dans la technique, il s'est trouvé instructeur de mitrailleuse. C'est un petit détail, mais il me dit que pour qu'ils apprennent à se servir d'une mitrailleuse, il leur bandait les yeux. Il fallait qu'ils démontent toute la mitrailleuse d'une certaine façon, il y en a des morceaux dedans, et qu'ils leur montent, les yeux bandés. Il est sorti de la guerre. Il est sorti de cette guerre-là, et comme beaucoup d'anciens combattants, il a très mal pris le virage à gauche que la France a connu politiquement, j'allais dire, à partir des années 30, quoi, on va dire. Il a vraiment eu l'impression que le pays était en train de pourrir, quoi. La guerre est arrivée. Comme la majorité des habitants de l'île qui possédaient une voiture, on s'est évacués. Ma grand-mère, mon grand-père, ma mère et moi-même sommes partis dans une voiture bourrée avec des matelas au-dessus parce qu'il fallait dormir. On a été bombardés en route. Il y a une bombe qui est tombée très près. Je ne peux pas dire que ça m'ait fait vraiment peur, mais un souvenir précis dont je me souviens, c'est qu'il m'a sorti de la voiture, il m'a jeté par terre et il s'est couché sur moi pour me protéger. Ça marque, hein. C'est là d'ailleurs que j'ai vu mes premiers morts. Je n'avais jamais vu de mort. Donc, 40, j'avais donc... j'avais 8-9 ans, quoi. Juste après la guerre, toute la région de la Bassée avait été détruite complètement. Elle a été reconstruite par des abris provisoires, des baraquements qui arrivaient tout préparés en kit du Canada. Et il s'est souvenu de ses années de charpentier et il a monté sa petite entreprise. Il est devenu constructeur de baraquements. Sa grande fierté était de dire, le matin j'allais chercher une caisse avec tout le baraquement à l'intérieur et le soir les gens dormaient dedans. C'était pas en briques. Après, bien, il a pris sa retraite et il est mort à 90 ans. Ma mère est une femme qui a été très laborieuse. Elle a secondé ses parents dans une entreprise de fabrication de linge d'enfant. Elle en est devenue le chef d'atelier. Ils avaient un atelier avec des ouvrières. C'était elle qui commandait tout ce petit monde. C'est une femme qui aimait la ville. Comme elle avait travaillé dans la couture, elle était évidemment très soigneuse, j'allais dire, de tout l'habillement. Elle a vécu jusqu'à 92 ans. Elle a eu 2 enfants, dont Charles et Christiane, qui a été beaucoup plus jeune, qui est née 10 ans après moi. Moi, j'étais le petit papa, vu la différence d'âge.
de ma sœur, et je crois qu'avec elle et nos parents, nous faisions une famille très soudée, cherchant à faire plaisir, quoi. Il y a eu toute une période où elle avait, donc, je vais dire 7 ou 8 ans, et moi 16 ou 17 ans. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme blague? Nous habitions Lille, dans une maison qui faisait un coin. Il y avait un boulanger dans l'autre coin. Il y avait du monde qui passait. On ramassait toutes les ordures de la maison. Les épluchures, les os, tout. On faisait des beaux paquets, puisqu'il y avait de quoi faire des beaux paquets en bas. Et on les mettait au nom du boulanger, avec une belle étiquette. C'était impeccable. On traversait la rue, on allait le poser par terre, on revenait et on regardait. Mais bon, les gens honnêtes qui ramassaient, si vous voyez ça, ils regardaient rue d'Angleterre, ça c'est le facteur qui a perdu son chien. Ils allaient porter le paquet chez le boulanger qui en avait ras-le-bol de les paquets, qui les accueillait mal et qui les ouvrait même plus. Les premiers, ça avait bien marché, mais bon, voilà, une blague. Alors mon père, il est né dans une famille flamande, d'où notre nom, de Bakker. Alors de Bakker, ça veut dire boulanger en flamand. Son père était boulanger. Son père est un boulanger flamand qui est venu marier une Française et s'installer en France, dans la région de Roubaix. Alors cette famille qui comportait 5 enfants, comme la nôtre d'ailleurs, 3 garçons et 2 filles, a été décimée pendant la Première Guerre mondiale par une épidémie de tuberculose. Le père et les 2 filles sont mortes à ce moment-là. Donc ma grand-mère s'est retrouvée seule avec ses 3 garçons. Mon père aimait beaucoup les études et son père, c'est-à-dire mon grand-père, était très soucieux de leur intégration dans la société française. Bien que lui-même ne parle qu'un français assez approximatif. Évidemment, il fait son service militaire dans la cavalerie. Il était libéré de ce service. Il est entré dans un métier de commerce. On appelait ça des représentants de commerce. Et le hasard a fait qu'il est devenu l'agent commercial de la famille de ma mère. D'une certaine façon, il a épousé la fille du patron, quoi, hein, quelque chose comme ça. Bien, tout ça, c'était une société familiale qui marchait bien, qui s'est développée très rapidement avant la Deuxième Guerre mondiale, qui à nouveau a tout brisé. Alors, au cours de cette guerre, les Allemands ont raflé tous les jeunes gens de la région. Mon père a donc, comme il n'était pas militaire, il a été prisonnier civil des Allemands pendant 2 ans. Un moment de sa vie très dur, très très dur. Peu à manger, des travaux très lourds. Et contrairement aux lois de Genève, les Allemands les utilisaient pour des travaux paramilitaires, quoi, on va dire. Mon père a été à nouveau mobilisé à 42 ans. Il a fait partie des 2 millions de prisonniers que les Allemands ont fait dans le désastre de 1940. Et il a été libéré grâce à des accords entre Pétain et les Allemands, qui étaient des problèmes d'échange de main-d'œuvre, quoi, finalement. Il est revenu, à son grand malheur, il est entré dans l'administration, qui était l'administration qui s'occupait des prisonniers en Allemagne de façon générale. Il est entré dans un réseau de résistance, qui était un réseau spécialisé dans l'hébergement et le sauvetage, j'allais dire, des prisonniers évadés. Il en a ramené assez souvent à la maison, mais enfin je crois qu'il a permis quand même à 2000 évadés de rentrer chez eux, etc.
Quand mon père, dont les médailles sont là, quand mon père a commencé à entrer dans ce réseau, bon, il est évident qu'il ramenait même à la maison des évadés, des trucs comme ça. Les évadés étaient encore dans leur uniforme français, il n'y avait pas de quoi on ne les habillait pas. Avec dans le dos 2 grandes lettres que les Allemands avaient peintes au goudron, KG et Kriegsgefangene. Bon. Mais c'était pas rare d'en voir dans l'île côtoyer les Allemands, parce que, bon, il y en a qui avaient été libérés, enfin les plus anciens, par ces accords, et puis les Allemands ne gardaient pas les malades, hein, si bien que ceux qui attrapaient là-bas une maladie un peu grave, ben, ils rentraient chez eux. Et il y a eu des échanges aussi après, si bien que ça n'était pas exceptionnel de voir des soldats français se promener dans l'île en uniforme français et avec les lettres dans le dos. Mais évidemment, il ne fallait pas tomber sur une patrouille allemande qui demandait des papiers. Enfin, tout au moins avant que mon père ne leur en ait fait. Il fallait par ailleurs les nourrir. Et là, mon père avait passé... Il avait passé un accord avec une grosse société de porcherie, si tu veux, et de charcuterie. Un gros truc, hein, qui travaillait beaucoup avec les Allemands. Et il était allé voir le patron de cette société en disant « Bon, vous collaborez quand même beaucoup. » Ah ben l'autre, c'est la guerre, oui. Bon, après la guerre, vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Mais moi, je vous donne une occasion de vous blanchir, c'est de nourrir mes évadés. Et ils ont tenu parole tous les deux. Les évadés, pendant leur court séjour à l'île, enfin, ils peuvent y rester 2-3 jours, ils étaient nourris par ce charcutier, ils avaient des sandwichs pour rentrer chez eux, tout ça. Et après-guerre, le gars, il est allé en prison. Et mon père a été témoigné à son procès en disant « Oui, il a aidé la résistance. » Ouais. C'était un bon commerçant, mon père. Alors, il fallait aussi leur faire des faux papiers. Là, ben, il faisait des faux papiers. Et puis, il fallait aussi qu'ils passent une nuit ou 2 à l'île. Et là, c'était là où il avait eu le culot le plus extraordinaire, c'est qu'il y a un hôpital militaire à Lille, enfin, il s'appelle toujours rue de l'hôpital militaire, grand hôpital, où étaient surtout les Allemands, mais quand les Allemands libéraient des Français parce qu'ils étaient malades, il fallait qu'ils aillent dormir quelque part, il y avait un petit secteur français dans l'hôpital allemand, avec médecins français qui les hébergeaient dans leur retour chez eux, quoi, si on veut. Et mon père s'était entendu avec le médecin pour y faire dormir ses évadés. Mais enfin, fallait y aller. Et plusieurs fois, j'ai accompagné mon père et 1 ou 2 évadés comme ça, jusqu'à l'entrée de l'hôpital militaire, parce que un gamin, bah, c'était le gamin qui venait avec son père et son oncle, quoi, si tu veux, c'était la famille, quoi. Beaucoup venaient de Belgique aussi, par le tramway, et mon père les attendait à un bistrot qui s'appelle La Cloche, qui existe toujours à Lille. C'était le point de rendez-vous. Et j'ai accompagné mon père plusieurs fois là aussi. J'étais une espèce de couverture, si tu veux, un petit peu comme si mon père s'était promené avec un animal domestique, quoi. Il promenait son chien. Là, c'était pareil, il promenait son fils, quoi. Je rappelle qu'officiellement, mon père travaillait à la maison du prisonnier, hein, donc c'était ça le salaire qui faisait vivre la famille. Mais bien sûr, le directeur de la maison du prisonnier savait ce qu'il faisait, c'était évident, et il n'avait d'ailleurs pas d'autre boulot à lui donner. Et donc pour faire des faux papiers, ben, il faut des faux imprimés. Et il y a près de Lille un imprimeur, qui est l'imprimerie Danel. Je suppose qu'elle existe encore actuellement, mais c'est vraiment un bel imprimeur qui s'était tout de suite prêté au jeu. Qui avait dit, oh, ça, je vous le fais plus beau que nature. Et les papiers eux-mêmes, sur lesquels on écrit le nom, etc., j'en ai encore quelques-uns là, ils sont aussi beaux que les vrais, peut-être même plus beaux encore. Ça, c'était pour les papiers. Et pour les cachets, c'était... il y avait un graveur à Lille qui avait fait pareil. Des cachets de commissariat, des cachets de démobilisation, puisqu'ils en avaient besoin pour le ravitaillement.
Donc il avait les timbres, il avait les papiers. C'était lui qui remplissait de sa belle écriture, j'allais dire, qui remplissait les papiers et qui les donnait aux évadés, quoi. Sa connaissance de l'allemand lui a sauvé la vie parce qu'il a été dénoncé par un évadé que les Allemands avaient repris, qui est un Belge d'ailleurs. Il a été convoqué à la commandanture et il s'en est sorti avec paraît-il, un discours brillant en allemand qui a réussi à les convaincre de le relâcher. Il est rentré à la maison, je me souviens, il a dit « Il faut que dans 1 heure on soit parti ». On a fait Alice et on est parti chez mes grands-parents. Oh bah, j'étais jeune, hein. À la déclaration de guerre, j'avais 8 ans, donc à la fin de la guerre, j'avais 12 ans et enfin, je veux dire, on évolue beaucoup autour de cet âge-là. Oh, j'ai envie de dire, pour moi, il y a plusieurs périodes. La première, là où j'ai les souvenirs, j'allais dire les plus anciens, c'est évidemment l'invasion de la France par les Allemands en 1940. Alors je crois qu'on s'attendait à tout sauf un désastre pareil. Mais le pire n'est pas forcément arrivé. Je me souviens qu'on nous avait distribué des masques à gaz. Donc ça, c'est un souvenir typique. C'était une grosse boîte cylindrique en tôle comme ça, avec laquelle on s'amusait aux récréations à se taper les uns sur les autres. On avait des exercices de masques à l'école et les Allemands n'ont pas utilisé de gaz contre les villes, ce qui est un bienfait. Bon, la défaite de l'armée française, on peut pas dire que ça m'ait frappé beaucoup. On est parti en famille et on s'est arrêté à la Loire parce qu'on s'est estimé que s'ils étaient à la Loire, ils prendraient tout. L'arrivée des Allemands, j'en ai pas un mauvais souvenir. Ils avaient certainement reçu des ordres très précis pour être corrects vis-à-vis de la population. Ils distribuaient des bonbons aux enfants. J'ai mangé des bonbons d'Allemands. Pas beaucoup, mais ils distribuaient comme ça. C'était une façon de montrer qu'ils n'étaient pas des sauvages, quoi. Ils appelaient ça, je crois, la correction. Ils voulaient être corrects. Donc c'est tout. On était en guerre contre eux, ils nous avaient battus, mais je veux dire, il n'y avait pas d'acte particulièrement humiliant, etc. Bon, ils étaient là. Ils étaient très nombreux dans la région du Nord. Ça, c'est un peu le début. Bon, ensuite, les choses ont évolué. Ils ont surtout évolué avec deux événements qui se sont presque passés en même temps. Pour notre famille, c'était le retour de mon père, donc, qui a été libéré prématurément. Il y avait déjà passé plus d'1 an. Puis d'autre part, les Allemands ont rompu leur alliance avec la Russie, le fameux pacte germano-soviétique. Et les communistes français, qui obéissaient à Moscou comme un seul homme, sont entrés en résistance avec les Allemands. Il a commencé à y avoir des sabotages, des attentats contre les Allemands. Ils ont tué quelques Allemands comme ça, à droite à gauche dans les rues. Et là, ça a complètement basculé. Et donc la deuxième partie de l'occupation allemande, là, a été très, très sévère, hein, très sévère. Dans le genre couvre-feu, je sais pas, contrôle de papier, séparation de la France en morceaux, j'allais dire en parties bien distinctes avec des frontières et tout ça. Les organisations de résistance, dont celle d'ailleurs dans laquelle mon père a coopéré, à la fin ça allait vraiment très mal. Après le débarquement en Normandie, là, il s'est passé des choses atroces, jusqu'à leur départ en septembre 1944. Ça, c'est côté allemand. Côté anglais, j'ai envie de dire, bon, au début, c'était nos alliés. Les Anglais ont développé essentiellement une arme aérienne et se sont mis à bombarder, surtout à la veille du débarquement, enfin, dans les 6 mois précédents au débarquement,
a bombardé la région d'une manière extrêmement intense. Également parce que ensuite les Allemands ont commencé à leur lancer des V1, là, les premiers missiles. Il y a eu des bombardements épouvantables. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur à un moment. Mais enfin, on habitait l'île. Les Anglais bombardaient de nuit. Ils bombardaient de nuit parce qu'ils s'étaient entraînés pour ça. Et que la nuit, c'était plus difficile, ils avaient moins de pertes, quoi. Les chasseurs allemands qui étaient de jour, ils ne pouvaient pas les attaquer, enfin, etc. On a eu des nuits à l'île vraiment très, très sévères. Alors on avait des abris de quartier. En pleine nuit, on entendait une sirène, et puis je me souviens qu'on allait se sauver dans l'abri de quartier avec ma petite sœur qui avait donc à l'époque moins de 2 ans, quoi, enveloppée dans des couvertures. Et l'ambiance dans ces abris, c'était extraordinaire. Les bombes, même si elles tombaient loin, faisaient vibrer tous les bâtiments. Il y a un peu de ciment qui descendait en poussière, des briques. Et pour moi, c'était Noël. Bon, j'exagère. Enfin, en résumé, de l'été 40, de l'arrivée des Allemands, pour moi, c'est les plus belles vacances de ma vie. L'aventure, j'allais dire, les avions, l'arrivée des Allemands, tout ça, je ne le cache pas. C'est vraiment les plus belles vacances et les plus longues de ma vie. La fin de la guerre, là c'était devenu vraiment quelque chose de dur, de sévère et de privation. Ça, le ravitaillement, là, on n'avait rien à bouffer. Alors là, tout était en carte, il y avait des queues invraisemblables et même avec des cartes, quelquefois, on arrivait chez le marchand, mais il n'y avait plus. Il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus de pain, c'était tout. Tous les Français ont cru qu'après la libération, les bateaux anglais et américains allaient amener à manger. C'est le contraire qui s'est passé, parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer en Allemagne à la fin de 1944. Et donc l'hiver a figé des positions, et Anglais et Américains ont dû ramener un matériel considérable, parce qu'ils ne s'attendaient pas, à mon avis, d'avoir une résistance allemande pareille. Donc il n'y avait plus rien pour les civils. Ils nous ont laissés carrément tomber. La guerre de libération s'était passée pendant l'été et au début de l'automne. Donc les récoltes, il y en avait eu très, très peu. Des réserves, il n'y en avait plus parce qu'on était à la fin de la guerre. En gros, les rations ont été divisées par 2. Elles étaient déjà pas très importantes. Et donc là, on a vraiment eu très faim après le départ des Allemands. Et là-dessus, il y a eu une épidémie de tuberculose, surtout dans les jeunes. Ma petite voisine en est morte. Puis moi, j'ai commencé à tousser. Et puis, t'es allé chez le médecin qui a dit « Ouais, ça commence là. » Là, je dois dire que j'ai vraiment eu peur. Je me souviens de ce jour-là, j'ai pleuré. En sortant de là, oui, ça m'a fait repenser à toutes les histoires qu'on m'avait racontées sur mon grand-père, sur mes tantes, etc. Bon. Puis on n'avait rien pour se soigner. La pénicilline, il a gardé, et encore, je ne sais même pas si c'est efficace contre le genre de maladie, mais il a gardé pour les hôpitaux militaires. Il a récupéré dans les urines des soldats. Les types devaient pisser dans des bocaux dans lesquels ils arrivaient à réextraire la pénicilline pour continuer les soins. On n'avait rien pour se soigner, quoi. Il n'y avait qu'un seul avantage, c'est qu'on doublait la carte de rationnement. C'est ce qui a sauvé beaucoup de jeunes enfants qui étaient atteints de ça. Les adultes, je ne sais pas pourquoi, ont beaucoup mieux résisté. C'est vraiment la jeunesse et l'adolescence quoi, qui a pris. Donc ça m'a fait perdre 2 ans. Ça m'a fait perdre 2 ans et je me suis retapé chez mes grands-parents à la campagne. Où là, on trouvait beaucoup plus facilement à manger, quoi. Comme il n'y avait pas beaucoup de distractions, j'ai beaucoup lu. Je crois que j'ai encore la bibliothèque que j'avais constituée à l'époque. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je dévorais les bouquins, je faisais des petites promenades et je mangeais tout ce que préparait ma grand-mère.
Dans la période que j'ai passée en France, avant d'y aller, j'ai été soldat à Cambrai. Ils m'ont mis dans un service comme secrétaire. C'était la première fois que je mettais les doigts sur une machine à écrire. Je tapais d'un doigt comme ça, comme les gendarmes. Je n'avais absolument rien d'un secrétaire. Et il y avait un chef de bureau, qui était un lieutenant, qui m'avait dit « Oh, mais vous avez tel grade, vous devriez suivre le peloton pour devenir sergent. » Je lui ai expliqué que sergent faisait 3 mois de plus et que je trouvais que mon temps à l'armée était assez long. J'allais quand même pas faire quelque chose pour rester encore 3 mois de plus. Alors ça fait rien, il dit je vous inscris au peloton. Je lui ai dit au peloton, je me suis arrangé pour pas l'avoir. Et il m'a appelé, il m'a dit ah bon, il dit vous n'êtes pas reçu. Ah bon. Et 8 jours après, il m'a dit que je partais en Algérie. C'était sa punition. Voilà pourquoi je suis parti de Cambrai en Algérie. Et le jour de mon départ, j'ai été acheter une bouteille de champagne et j'ai arrosé tout le bureau. En disant, je suis content de partir de là. Je crois que j'ai été le seul Français à offrir du champagne parce qu'on m'envoyait en Algérie. Non, mais ce type, je pouvais plus le voir. Je pouvais plus le voir. Et donc pour moi, en même temps, c'était l'aventure, c'était autre chose. Bon, j'avais été versé dans l'aviation en tant qu'ingénieur pour filer ou dans l'aviation ou dans les blindés, donc je me suis retrouvé dans l'aviation. Bon. À mon service militaire, je n'avais pas fait de préparation militaire supérieure ou autre chose. Et donc je n'avais aucun démarrage, si tu veux, pour prendre un grade d'officier, commander, etc. Et tout, j'ai été là, d'ailleurs, je ne pensais jamais que ça allait durer si longtemps. Là-bas, au début, il y a beaucoup d'ingénieurs qui allaient dans l'entretien, les moteurs, enfin, etc. Mais ils m'ont mis dans l'armurerie, j'ai été armurier. Donc, on préparait les bandes de mitrailleuses, on réarmait les avions, on préparait le napalm, enfin bon, toutes des opérations d'armurerie, quoi. Et puis j'ai eu la possibilité de suivre un petit stage pour devenir observateur. Alors qu'est-ce que c'est observateur? C'est des petits avions comme ça qu'on avait. J'étais sur un terrain d'aviation, des tout petits. On avait juste 10 avions et on faisait ce qu'on appelle de l'appui-sol, c'est-à-dire qu'on dépendait essentiellement de l'infanterie. Quand ça allait mal dans un secteur, que l'infanterie était accrochée, qu'il se battait, etc., eh bien, j'allais dire, 10 minutes après, il y a une patrouille d'avions comme ça qui arrivait et qui mitraillait, qui bombardait, évidemment, là où on lui disait. C'était en même temps un bon encouragement pour l'infanterie, pour l'armée de terre. De voir arriver des avions comment dirais-je, qui bombardent ceux d'en face, ça encourage, quoi. Ce qui se passe, c'est que dans un avion comme ça, même s'il n'est pas rapide, c'est quelquefois un peu difficile de distinguer le bon côté du mauvais côté. De là où c'était les Français et de là où c'était les Félagas. Et donc il y a eu quand même, on a tué pas mal de Français, quoi. Malheureusement. Dont notre chef d'escadrille, 2 jours après son arrivée. Bon, donc on a essayé de raffiner le truc. C'était le pilote qui faisait tout dans ces petits avions, qui pilotait, repérait, bombardait, etc. Mais il y avait un siège arrière parce que ces avions avaient au départ été des avions école américains. Et donc c'était le siège du moniteur derrière. Et donc on a dit, on va mettre derrière un observateur qui va aider le pilote à se repérer enfin, au cours des missions de combat. Et donc j'allais dire, le résultat, bien sûr, il s'est amélioré, enfin, c'était plus facile.
Mais c'était une mission simple, il fallait avoir l'œil, quoi, puis c'est tout. Hein. Le stage durait 8 jours, hein, c'est-à-dire que c'était pas une grande école d'aviation. Hein. C'est tout, il fallait apprendre à être dans un avion et à se repérer et à parler avec le pilote par des écouteurs. Et donc je suis revenu et là j'ai fait quelques missions de combat, pas beaucoup. Et j'en ai pas gardé un très bon souvenir parce que ces avions attaquaient en piqué, comme ça, et que la descente en piqué c'est extrêmement agréable. Mais la ressource, c'est-à-dire quand l'avion, là on est dans les 3 ou 4 G, on a la figure comme ça, se tirait comme ça, le ventre, tout ça. Puis il n'y avait pas de combinaison anti-G dans ces petits machins-là. Et donc c'était douloureux. Enfin, moins douloureux que ceux sur qui on tirait, mais c'était quand même douloureux. Assez vite, ils m'ont trouvé une autre fonction du même genre, qui était la distribution de courrier aux petits postes d'infanterie qui étaient tout autour. On avait quadrillé le territoire avec des postes d'infanterie d'une centaine d'hommes comme ça, généralement dans des fermes françaises ou dans des choses comme ça. Et qui étaient coupés du monde pendant... C'était une guerre d'embuscade, hein, la guerre d'Algérie. Et on allait leur distribuer tous les jours, à une dizaine de postes comme ça. On allait leur distribuer essentiellement le courrier. Là, on était bien vus. Et puis, quand il manquait de cigarettes, on leur envoyait des cigarettes ou même des médicaments, enfin ce qu'ils demandaient, quoi. C'était facteur, postier, comme agrément. Pour que les sacs ne s'envolent pas trop loin, on mettait des cailloux dedans. Et il y avait un poste qui nous avait fait des remarques, je ne sais plus quoi. Enfin, on l'avait pris en grippe. Et on bombardait son hangar. Ça se passait très bas, hein, très bas. Il fallait être à, je sais pas, 15 mètres de hauteur. Et donc, j'étais en poste arrière, donc je ne voyais rien. J'avais un petit sac, c'était à la main tout ça, hein. Mon petit sac dehors, et c'était le pilote qui me donnait le top. Et on avait le toit ou on n'avait pas le toit. On bombardait les Français avec leur courrier. C'était tellement drôle que quand on arrivait sur ce poste d'infanterie, on les voyait tous se sauver. Parce que je disais encore, les fous, là, ils vont venir jeter le sac sur nous. Voilà, j'ai fait ça j'ai fait beaucoup d'heures de vol, mais sans grande gloire. Ça, c'était la partie aérienne, c'est que le bar de l'escadrille, ça existe. Hein. Et le nôtre, il était bien fourni. Et comme le soir, ces avions-là ne volaient pas de nuit. Le soir, c'était la fête. Et on fêtait tout. Tous les anniversaires, ceux qui avaient une perme, tous les départs en perme, les retours de perme, les nouveaux qui arrivaient. Et chaque fois, c'était la fête, et notamment pour les nouveaux, on trouvait une certaine forme de bizutage, quoi, finalement. Je vais t'en rappeler qu'un, c'est qu'il y en a un jour qui est arrivé, on l'a tellement fait boire qu'il était au bord du coma, quoi, si tu veux. Et on l'a emmené à l'infirmerie, on lui a plâtré une jambe. Et le lendemain, toute la base a défilé en disant « Mais enfin, t'as pas vu la marche ?» Il en avait mal à la jambe. On signait tous sur le plâtre. Et alors vers midi, on a pris l'infirmier le plus abruti, à qui on a donné un marteau et on a dit « Voilà, tu rentres et puis tu lui casses son plâtre. » Il ne voulait pas qu'on lui casse. Il avait mal. Non, mais je veux dire, c'était sérieux. On a eu des morts, hein, bien entendu. On a eu des morts, pas mal de blessés. Enfin, je veux dire, c'est pas la tristesse qui l'emportait. C'est un moment de très grande camaraderie
Je ne regrette pas cette période-là, parce que je crois que je n'ai pas retrouvé par la suite dans ma vie une telle amitié entre les gens. On n'était pas nombreux, on était une centaine, on se connaissait tous par son prénom. Et bon, on avait un objectif bien précis qui était de faire voler ses avions et de faire les missions qu'on nous demandait. Et quand il y avait des blessés, ben, on ne les voyait plus puisqu'ils partaient. Et on a eu quelques morts dans toutes les guerres. Ce jour-là, j'étais dans la salle d'opération. On était en liaison radio en permanence, donc il fallait quelqu'un à la radio. Ce jour-là, c'était moi qui étais à la radio. Et en partant en mission, chaque homme, chaque pilote, navigateur, etc., emmenait une arme de poing parce qu'on ne pouvait pas emmener autre chose. Comme ça, si on tombait en territoire plus ou moins ennemi, on avait de quoi se défendre. Et on avait un pistolet dans un holster là. Et tous les pistolets avec les holsters, chacun avait le sien, étaient pendus sur un perroquet. Hein. Vous voyez ce que c'est? C'est un truc sur lequel on met ses chapeaux à l'entrée des bistrots. Là. Donc toutes les armes étaient pendues là-dessus. Et il y en a un en partant. Je crois que lui-même ne sait pas comment ça s'est fait. Mais ce qui ne devait pas arriver, l'arme était chargée et le coup est parti. Et la balle, elle m'est passée vraiment à 10 cm au-dessus de la tête. Hein. Et elle a continué son trajet. Elle a traversé le meuble dans lequel se trouvaient toutes les cartes de la région. Et toutes les cartes de la région ont eu un trou de 9 mm. Et je ne peux pas dire que j'ai eu peur. C'était tout, hein. C'était tout. Il m'avait raté. Lui, il en était malade, hein. Mais vraiment malade. Hein. Puis c'était un type de métier. Hein. Il voyait sa carrière foutue. Et puis, alors on a convenu d'une chose, c'est de n'en parler à personne. Et donc là-bas, c'est resté complètement secret. Je n'en ai parlé qu'après. Et je ne donnerai pas son nom. Voilà, c'est... Ce jour-là, la mort est passée à côté. Ok, et ben on peut... Soit on s'arrête là. Il y a encore une partie? Ouais. Allez, on tue, non? On tue? Oh, oui. Ok, et ben... Enfin, sauf si vous décidez autre chose. T'as plus de batterie? Plus de batterie ou plus de mémoire? Je vais aller changer la carte mémoire, si ça te va. Et après... J'ai eu trop de mémoire. Tu prends du giga, ça c'est sûr. T'as mis les traces de rouge à lèvres sur le front. Vous avez 2 belles traces de rouge à lèvres rouge. J'ai 2 belles traces de rouge à lèvres de Floriane. Ici? Ouais, sur le front. Non mais c'est très bien. Je vais passer aux toilettes. Ok. C'était en première année d'HI. C'est là que j'ai vu Mamea pour la première fois. Mais je l'ai vu au milieu de, je sais pas, 50 ou 100 étudiants. Il y avait peu de filles en sciences. Il y en avait 7 ou 8. Et donc, elles se faisaient remarquer, bien entendu, puisqu'elles étaient très minoritaires. Alors, si tu veux, la date, c'est 52 ou 53. Je n'ai plus aucun souvenir de nos relations. Dans cette période-là, il n'y en a pas eu. On s'était perdu de vue. On s'est revus pour la première fois dans une soirée d'école, tu sais, genre soirée HI, enfin, etc. En 1957, chose comme ça. Ça n'a pas été beaucoup plus loin qu'une simple reconnaissance des visus. C'était pour moi le début de ma période militaire. Et je lui ai écrit un petit mot en disant que je l'avais vu avec plaisir et que c'est avec autant de plaisir que je la reverrai dans une autre occasion, je ne sais plus laquelle. Donc cette fois-là, si tu veux,
vraiment on s'invitait, si tu veux, réciproquement. Il y avait quelque chose qui commençait à naître. Je l'ai invité au restaurant. Il est allé dans un restaurant chinois. Et puis on a commencé à s'écrire comme ça. Comme j'étais à l'armée, j'ai passé la première partie de mon service militaire en France. Et donc quand je venais en permission, puisqu'on avait des permissions, eh bien on trouvait toujours un moment pour se retrouver, quoi, si tu veux. Quand je suis parti en Algérie, là, on a commencé à s'écrire plus sérieusement. Elle m'a envoyé des petits colis, m'a envoyé des bouquins. Bon, cela dit, c'était une période où, si tu veux, les amours jusqu'au mariage étaient platoniques. Et ça a été notre cas. Enfin, j'hésite pas à le dire, quoi, si tu veux. C'était comme ça, on se connaissait, on allait se marier, mais ça n'allait pas plus loin jusqu'au mariage, qui était encore à l'époque un sacrement. C'est une femme formidable, avec beaucoup de qualités. Je crois qu'on n'a jamais eu un seul vrai problème entre nous, parce que même quand ça tiraillait un peu, on trouvait toujours un terrain d'entente, enfin de compromis ou quelque chose comme ça. On a passé de très très bonnes années. On a vraiment partagé une vie et j'ai envie de dire c'est vraiment ma moitié. On a des bons enfants, ils sont tous bons. Le premier se prénommait Eric et il est mort. Il était prématuré, il n'a vécu que quelques jours. Bon, c'est un accident, quoi. Ensuite est arrivée Sophie, 63. Même toute petite, très, très dynamique. Hein. Quand elle arrivait quelque part, ça se voyait, quoi, je veux dire. Ah oui, très dynamique. Et j'étais très content que notre premier enfant soit une fille. Frédéric est arrivé moins d'1 an après. Gentil, très gentil. Un garçon qui a, dès qu'il était petit, j'ai envie de dire, un garçon qui a du cœur, quoi. Très attaché à la famille, à ses parents, enfin. Après, l'année suivante, on a eu Caroline. Caroline, c'est sûrement la plus originale. Une fille intellectuellement très douée et douée d'un bon caractère. Enfin, sachant ce qu'elle veut. Martin est arrivé ensuite, 1 an et demi ou 2 ans plus tard. C'est sûrement le plus équilibré. Je ne veux pas dire que les autres sont déséquilibrés. Je veux dire que je ne saurais pas donner sa qualité dominante. C'est un garçon qui est intelligent, qui réfléchit très vite et qui prend toujours les bonnes décisions, quoi. Et après est arrivé Richard, le petit dernier, si je veux dire. Alors Richard, ça a peut-être été le plus comique de la famille. C'est-à-dire qu'il était entraîné par ses frères et sœurs, quoi. Par son comportement, il a toujours eu 2-3 ans d'avance sur les autres, forcément. C'est une sorte d'ascenseur social, quoi, si tu veux. C'est un ascenseur familial. Bien brave garçon aussi, bien gentil. C'est que comme on avait acheté le moulin, jeune marié, à peu près à la naissance de Sophie, puis qu'on l'avait retapé, enfin, etc., et que c'était en même temps le bol d'air de la famille, on y venait très souvent pour le week-end. Je vais dire 2 sur 3. Donc on venait au moulin par tous les temps, enfin, etc. Et bon, c'était toujours rue des chiens, c'était la balade, c'était... bon. Après, il y a la chasse qui a commencé. Enfin. Donc ça, c'est dans l'hebdomadaire. Plusieurs années de suite, au moins 3 ans, on a décidé de faire quelque chose, enfin c'est surtout les enfants, d'essayer de faire quelque chose de plus sportif. Donc on a acheté des vélos pour tout le monde, et puis dans le mois qui précédait,
on faisait le circuit avec Agnès en voiture pour voir si ça grimpait pas trop, parce que Martin encore est pédalé, mais Richard pas. Donc on repérait les lieux et on se réservait un hôtel-restaurant, comme on dit, pour le repas du soir, où on puisse garer tous les vélos, tout le monde dormir et bien manger. Ça, on l'a fait au moins 3, peut-être 4 fois. On a fait la vallée de la Somme, on a fait la Hollande une fois, enfin, des endroits comme ça. En vélo, chacun son vélo, Frédéric comme pilote, en tête avec son vélo et sa carte. Il n'y avait pas de GPS. Et puis, on avait acheté un tandem, mais Agnès voulait pas. Agnès, c'est une histoire de cadence. Donc le tandem, c'était Sophie et moi. Et Richard sur le porte-bagages. De temps en temps, je levais les pieds pour voir si Sophie pédalait aussi. Mais bon. Nous habitions rue d'Holbach à Lille, c'est-à-dire très près de la Cato et très près de la fac de médecine. Et si bien que c'était un atout pour nous, c'est indiscutable, de les retrouver longtemps à notre table familiale. Tout le monde est là, il y a la grande table, et ils trouvaient tous quelqu'un à inviter. C'était devenu, pendant plusieurs années, c'était le restaurant universitaire. Agnès avait évidemment abandonné ses cours de maths à la naissance de Caroline d'ailleurs. Enfin, elle faisait des grosses marmites, parce que ça mangeait. Hein. J'ai un très très bon souvenir, de cette période-là, j'allais dire pour la famille. Pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. Le repas du soir, parce que le midi, je ne rentrais pas manger, d'ailleurs, je mangeais souvent très peu. Et le repas du soir, ça faisait vraiment la famille au sens, comment on appelle ça, latin ou romain, enfin, c'est-à-dire la famille élargie, quoi, si on veut. Puis avec des amis, des gens de passage, enfin, il y avait vraiment de l'ambiance. Il y avait vraiment de l'ambiance. Je crois que je souhaiterais à beaucoup de gens d'avoir vécu des moments comme ça, quoi. Alors on partageait, évidemment, les joies, les peines, les réussites, les échecs, enfin. Mais pour chacun de ces événements, on se retrouvait, on s'épaulait, on se trouvait des petites combines, enfin. Moi, j'ai envie de dire que deux choses. Je crois que j'ai beaucoup travaillé et je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Mais maintenant, la carrière que j'ai faite et que je ne regrette pas du tout, je crois qu'elle ne serait plus possible. Alors, ayant fait mon deuxième diplôme à l'Institut du caoutchouc, naturellement, puis à l'époque c'était la pénurie d'ingénieurs, hein, tu levais le doigt, le détail. Mon futur patron me suivait depuis la sortie de l'IFC. Et plusieurs fois, il était venu me rencontrer à Lille, comme ça, pour dire un petit mot, disant que je serais bien chez eux, quoi. Enfin, la société s'appelait Penel et elle ne faisait que caoutchouc et plastique, hein, transformation de caoutchouc et de plastique. Bon, j'ai passé mes 10 premières années là, sans ambition particulière, comme ingénieur de labo d'abord, et ensuite ingénieur de mise au point, c'est-à-dire d'aller sur les machines. Ensuite, je suis passé en production. J'ai d'abord été chef d'un petit atelier, et ils ont dû trouver que ça se passait pas trop mal, puisque m'ont donné un plus gros, et puis encore un plus gros, et bon, donc je couvrais à peu près petite moitié de la production, quoi, comme directeur technique. Oh, cette société a gagné un argent fou après-guerre. Donc on est là après 15 ans chez Penel, et là j'ai eu vraiment deux coups de peau. Le premier, c'est que M. Penel, après la crise pétrolière, a commencé à perdre de l'argent. Les banquiers avec lesquels il était apparenté d'ailleurs ont fermé les vannes et lui ont dit qu'il fallait vendre sa société. Et le repreneur était le groupe Provo, c'était le plus gros groupe lainier de Roubaix. Enfin, il y avait 17 000 employés, quoi. Quand même pas mal. À une condition, c'est qu'il ne reste pas un seul enfant Penel dans la société.
je vous rachète largement, mais je ne veux plus voir de Penel. Ce qui a été un drame pour le père. Mais pour moi, un ascenseur social extraordinaire. Il n'y avait plus rien au-dessus de moi, du point de vue technique. Donc je suis devenu directeur technique de l'ensemble pendant 3 ans. On avait évidemment un directeur général qui venait du groupe Provo, qui a changé. Et le dernier qu'ils nous ont donné était un polytechnicien qui s'appelait Kirchner. Alors lui, il a tenu que 2 ans. C'est incroyable ça. Il avait tous les diplômes. Il était sorti dans les premiers de Polytechnique. Il avait été directeur financier des Houillères Nationales. Puis il avait voyagé dans le groupe. Il est arrivé dans le groupe Provo avec ses qualités et ses défauts. Et il nous l'avait fourgué comme président directeur général. Donc j'étais l'adjoint direct, si on veut, compte tenu du départ des Penel. Et il a fait une connerie, pareil, une connerie invraisemblable. Il a voulu racheter, c'était une profession qui était en perte de vitesse. L'Extrême-Orient était en train de nous envahir avec la mondialisation. Et il a voulu racheter toute la profession, c'est-à-dire en particulier 3 concurrents déficitaires, plus petits que nous, mais ingérables. Il les a rachetés tous, l'ensemble, pour 1 franc de l'époque. L'année suivante, il perdait, attends que je ne dise pas de bêtises, 60 millions. C'était pas possible. C'était pas possible. Tout ce que fabriquaient ces sociétés, il fallait le vendre à perte. Donc, alors son idée, c'était, je fais une espèce de pool comme ça, avec toutes les sociétés de calendrage de plastique. Et puis, je prends une taille telle que, vis-à-vis des houillères nationales dont ils sortaient et qui fabriquaient les matières premières, je m'impose là-dedans et je gravis encore un échelon. Du point de vue théorique, c'était très bien, du point de vue pratique, irréalisable. Donc il rachète ces 3 sociétés. Le soir où il m'a annoncé ça, il voulait absolument qu'on s'appelle par son prénom. Je lui ai dit, Dominique, vous les avez pas reprises. Si, vous verrez, Charles. Il y en avait une qui avait une réputation épouvantable, qui s'appelle Atlas. Le patron avait licencié quelques personnes. La CGT avait été le chercher dans son bureau, l'avait déchaussé, lui avait mis une pancarte « Je ne licencierai plus » et l'avait promené dans tout le village lycée. Ça fait la réputation d'une boîte. Hein. Je vous ai comme pas repris Atlas. Si, vous allez voir, il y a du terrain, il y a tout ça. Donc il fait la bêtise, donc il perd beaucoup d'argent. Et 2 ans après, donc je suis à 20 ans, si tu veux, dans la société. Je suis là assis tranquillement dans mon bureau technique. Je vois arriver un administrateur délégué qui me dit « Bon, le conseil d'administration est réuni. » Il dit « Monsieur Kirchner nous quitte. » Tout est foutu dehors. Et on vous propose la place de PDG. Je dis « Écoutez, j'aimerais bien quand même en parler à ma femme. » Ah non, il dit « On n'a pas le temps parce que le conseil d'administration, il faut qu'il se termine avec un PDG, un nouveau PDG. » Ah, je dois me décider. Et je me dis, mais je perds mon statut de salarié. Vous savez rien, ça va s'arranger. On va vous arranger ça. Je dis, mais puis moi, en finance, je ne connais rien. Je ne connais rien du tout. On me dit, c'est pas grave, on va vous envoyer à la Ségos avec un professeur particulier pendant 15 jours, là, à Paris. Là. Vous en saurez autant qu'un expert comptable. Il ne faut surtout jamais dire ça à Richard. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Autrement dit, il n'y avait pas d'issue, il fallait que je me décide, et donc j'ai dit oui. Et donc je me retrouvais à la tête de tout ce machin. Pendant 1 an, je l'ai eu dur. J'ai fermé la majorité des boîtes qu'il avait rachetées. J'ai coupé Penel et Filippo de Roubaix en 2, en ne gardant que ce qui marchait. J'ai été bien secondé dans tout ça. Évidemment, j'ai dû licencier des gens par centaines. C'était ça ou bien tout s'arrêtait, quoi. Et puis l'année suivante, j'oublie le plus drôle.
c'est qu'il me dit, bon, donc vous l'acceptez? Il me dit, il n'y a qu'un problème, c'est que on a décidé de déposer le bilan. Et donc votre premier travail demain, c'est d'aller au tribunal de commerce de Lille en disant qu'on dépose le bilan de la société. Ils vont vous nommer un syndic, vous travaillerez avec lui. Tu parles d'un premier jour de PDG. Un an après, on faisait du bénéfice. Et dans les 10 années qui ont suivi, j'ai fait du bénéfice. Et après, j'ai eu des problèmes cardiaques très sérieux et liés à cette activité que je menais entre toutes ces sociétés. Et je me suis décidé de m'arrêter. Donc j'ai cédé ma place dans de bonnes conditions. Et je suis devenu président du syndicat national du caoutchouc, que je connaissais bien sûr. C'est le syndicat de Michelin, comme disent les autres, à Paris, pendant 3 ans. Voilà, puis après, j'ai ouvert un petit cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'à travers tout ça, j'avais un carnet d'adresses formidable. Donc j'ai travaillé avec quelques sociétés anglaises, surtout 2, qui cherchaient à s'implanter en France. Et donc qui me demandaient de mettre les gens en relation, quoi, disons. Ça, c'était très bien payé. Il n'y a qu'un problème, c'est que à la 3e année, j'ai fait mes comptes et de l'argent que je gagnais, il me restait 17%. Il n'y a qu'en France, je crois qu'on voit ça. Tout le reste partait en impôts, cotisations, machin. Alors j'ai arrêté. Voilà. Fin de carrière. Si je voulais répondre d'un mot, je dirais c'est une société qui me paraît beaucoup plus égoïste. C'est le principal reproche que je lui ferai. Je crois que finalement les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. Mais enfin, on vit plus vieux aussi. Mais je crois que l'espèce de, je ne vais pas dire l'amour des autres, ce serait trop. Ce serait beaucoup trop. Le souci, je vais dire, des autres, à mon avis, il a fort diminué. Et ce que l'on pouvait retrouver au niveau familial, au niveau national, au niveau du travail, des sociétés elles-mêmes, de l'entraide, enfin, etc. Alors beaucoup de ces choses sont devenues automatiques. Enfin, j'ai envie de dire, la sécurité sociale a tué la charité, quoi. Enfin, bon. Il y a quelque chose que je retrouve difficilement dans les quelques informations que je peux avoir. J'ai l'impression d'une société qui est en train d'éclater. Je ne sais pas à quoi ça mène. Alors évidemment, avant, il y avait plein de raisons d'unité qui ont disparu. Je trouve qu'il y a un repli sur soi, quoi. Sûrement, on vit beaucoup mieux qu'avant. Matériellement, il y a eu un très gros progrès énorme qui a été amené par, essentiellement par la technique, quoi, je veux dire. Les moyens de communication, ça n'a plus rien de commun. Enfin, c'est un autre monde qui a progressé, je veux dire. On veut savoir quelque chose, maintenant tu le sais instantanément. Il y a aussi pas mal de choses qui ont empoisonné la vie des gens avant et qui ont disparu. Je pense au niveau, par exemple, des maladies, ou des choses de ce genre-là. On n'a pas parlé de la mort. Ça avait une importance, je crois, dans le comportement des gens. Je crois que maintenant, la mort, on ne la voit plus, quoi, d'une certaine façon. Fallait voir un enterrement il y a 50 ans. Il y avait les veillées mortuaires, il y avait toutes les visites. Ça se fait encore ici à Moringhem. Il y avait les cortèges d'enterrement dans l'île, c'était pire qu'une manif. Le corbillard, les chevaux noirs avec des plumets, et derrière le clergé, la famille, et puis les amis. Il y en avait sur 1 kilomètre. Bon, après il y avait le repas. Souvent ça se terminait d'ailleurs bien. J'ai assisté bien sûr à un certain nombre de repas d'enterrement comme ça, jadis, qui se terminaient toujours dans la blague, quoi. Les gens buvaient un coup, ils se retrouvaient en famille, enfin,
Ils n'avaient pas envie d'être trop tristes. Et après, il y avait le deuil qui se portait pendant... Les femmes restaient en noir pendant 1 an. Les hommes des brassards. Voilà. C'est un truc qui a disparu et qui a empoisonné la vie des gens. Je parle que des progrès, hein, des progrès. Dans les distractions, je ne sais pas, évidemment, maintenant on va en Nouvelle-Zélande comme avant on allait à Zudowsk, quoi. Bon, comment je vais dire ça, le temps de repos. On va dire plutôt les vacances au sens le plus large se sont considérablement développées. Alors je ne sais pas si c'est un bien, hein. Enfin je crois que beaucoup de gens considèrent comme un bien que s'ils revenaient à l'époque des 15 jours de congé payé, point final, ils trouveraient que c'est un recul, quoi. Alors que maintenant, on est en train de partir vers la semaine de 4 jours et en grande majorité chez soi et en pantoufles comme je le suis ce matin. Sûrement le travail est plus efficace, d'une certaine façon. Ouais. La disparition des métiers les plus pénibles. Parce que travailler c'est une chose. Je vois dans le métier que je faisais, il y a des gens qui ont passé toute leur vie en travaillant de nuit chez nous. C'était 21h, 5h du matin, devant des machines dont il y a un modèle derrière toi qui représentait 4 mètres carrés à 200 degrés, quoi. L'été, je ne sais pas comment il tenait le coup. Je ne sais pas. C'était intenable. Bon, voilà, puis il y a encore d'autres choses, hein. La vie est beaucoup plus confortable maintenant, beaucoup plus confortable. Les hivers, on se chauffe, quoi. Avant, moi j'ai connu mes grands-parents, etc., qui ils vivaient dans une pièce l'hiver. Une pièce, ils étaient chauffés. Et le reste, il était propre. Mais moi, actuellement, je n'arrive pas à m'endormir dans une chambre chauffée. Enfin, je n'arrive pas à m'endormir, c'est pas le mot, mais j'ai été habitué comme ça à dormir plutôt dans le froid. Par contre, pour le reste de la maison, il y a un confort inimaginable, j'allais dire, de mon temps. Je vais m'arrêter là. Oh, ça devient très indiscret, hein, ton questionnaire. Oh, c'est simple, pour moi, c'est la décennie 60-70. C'est l'époque, 60-70, c'est une partie des 30 glorieuses, comme on dit. C'est-à-dire, la France est un pays brillant dans cette période-là, productif, cohérent. Il y a une volonté commune de faire ensemble quelque chose de bien, quoi. De se développer, de progresser, un peu dans tous les domaines. Dans le domaine culturel aussi, dans le domaine littéraire, dans le domaine industriel. Surtout après les années qu'on avait vécues, si tu veux. C'était vraiment un petit peu l'arrivée d'un petit paradis sur Terre, quoi. Oh, c'est de ma famille. Ça, c'est indiscutable. Ah si, 5 enfants qui ne se ressemblent pas tous en caractère. Agnès est arrivée, je crois, à leur transmettre bien des valeurs. Je crois que je suis assez fier de ce qu'elle a fait. Je crois que ça m'a beaucoup aidé d'avoir la responsabilité de cette famille. Ça m'a beaucoup aidé à considérer tous les autres événements comme mineurs. Et au contraire, à avoir comme objectif, j'allais dire, de leur donner de quoi réussir leur vie. Un rêve, ça a été de restaurer le moulin. Alors, je crois que maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire. J'ai réalisé un rêve. Louis Blériot, l'homme qui a traversé la Manche. D'abord, c'est un ingénieur. Enfin, ça n'est pas que pour ça. Mais c'est un homme qui a
était doué d'une volonté de réussir ses projets, de prendre des risques, de n'avoir peur de rien, d'être courageux et d'avoir réussi. Nous avions plusieurs amis, dont un excellent ami anglais, des professeurs de natation, un homme extraordinaire de gentillesse, enfin, etc. Un rescapé des sous-marins britanniques de la dernière guerre. Il a même été décoré j'ai envie de dire, de la Légion d'honneur anglaise, qui lui a été remise par la reine. Et il pouvait inviter 3 personnes. Il nous a invités, Agnès et moi. Donc on a vu la reine lui remettre la médaille. C'est dire un petit peu la proximité, quoi, disons. Qu'il se constitue finalement, j'allais dire, une morale, mais pas au sens classique du terme, mais enfin, c'est plutôt une philosophie. C'est-à-dire qu'il sache se fixer des objectifs cohérents et de savoir où ils veulent aller, d'avoir une vue à terme, d'avoir au fond une vue synthétique dans laquelle les événements viendront se greffer, de façon à ce que il sache s'adapter et répondre à tous les événements qui les attendent, quoi, finalement. Ça, c'est une chose. Bon, il y en a une autre. Oui, alors je vais intégrer dans cette première partie, on va rester dans l'ordre plus moral et même spirituel, qu'ils sachent aussi inscrire leur vie dans des principes, qu'ils ne vivent pas que pour des impulsions ou même des sentiments instantanés, etc. Et donc je crois que c'est la première chose que je leur conseillerais. Oh, la deuxième, c'est le travail. Après tout ce qu'on a dit, c'est évident. Je crois que le travail, ça finit toujours par payer, quoi, finalement, d'une manière ou d'une autre. Allez, j'ai encore en dire une troisième, c'est de ne pas avoir peur, de vaincre ce qui peut s'appeler la peur, quoi, disons. De ne pas avoir peur d'entreprendre, de ne pas avoir peur de qu'en dira-t-on, de ne pas avoir peur de choses qui ne vont pas arriver, quoi. Ne pas être paralysé, j'allais dire, par la crainte, même par la crainte de l'échec, quoi. Bon, on essaye, puis ça va pas. Je leur espère beaucoup de bonheur. Je leur souhaite de trouver, j'ai envie de dire, une bonne âme sœur, quelqu'un avec qui ils pourront passer toute leur vie, enfin j'allais dire, en sachant qu'ils peuvent s'appuyer vraiment sur leur homme ou sur leur femme, qui ne se sentent pas isolés dans la vie, quoi. Ça rejoint plusieurs des choses que j'ai déjà dites, hein, ça. Je leur souhaite bien sûr la réussite matérielle. Je mettrai ça qu'au deuxième plan, parce que je ne sais vraiment pas ce qui les attend. Et je leur souhaite de pouvoir s'adapter le mieux possible au changement du monde, parce que je pense qu'on s'en va vers quelque chose d'inconnu et d'inimaginé par eux-mêmes. Oui. Action. Ok, alors, on a bientôt la fin, donc c'est parti. Donc là, c'est une partie un peu plus générale. La première question, Bon. La première question c'est le monde a tellement changé depuis ta naissance, quel progrès t'a le plus étonné? Toutes les possibilités je crois que j'ai vécu plusieurs expériences, c'est-à-dire
crois que peut-être que celle qui m'a le plus comment dirais-je, épanoui, on va dire. C'est le riz de veau au Maurier.